Bonjour à toutes et à tous, et même bonsoir pour certains d'entre nous connectés en Asie, ou bon début de matinée pour ceux qui nous rejoignent depuis le continent américain. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire à l'heure, et nous allons pouvoir démarrer autour de l'enjeu du changement climatique, donc, qui est désormais visible partout, et notamment à travers les événements extrêmes qu'il engendre, que ce soit des sécheresses ou des inondations. Et dans les dernières semaines, nous avons vu, par exemple, défiler les images de catastrophes, des incendies en Californie, en Australie, la sécheresse dans le Pantanal au Brésil, des crues très brutales dans le sud-est de la France, des inondations du fleuve Niger, etc., etc. Et au-delà même de ces événements intenses, dramatiques, les modifications du climat, nous le savons, ont des impacts économiques, agricoles, sociaux, sanitaires. L'eau est la première victime du changement climatique, avons-nous l'habitude de dire. Alors, comment s'adapter? Avec quel financement? Avec quelle argumentation économique? Quand il s'agit de dépenser maintenant pour se protéger d'un risque actuel et futur, encore insuffisamment perçu par les populations et par les décideurs. C'est le sens de notre webinaire d'aujourd'hui, le coût des mesures versus le coût de l'inaction. Autrement dit, pourquoi agir maintenant plutôt que attendre? Et le point de vue des bassins sur cette question nous paraît privilégié parce qu'il est intégré au croisement de tous les usages de la ressource en eau. Il nous paraît intelligent parce qu'il est calé sur l'échelle naturelle de la ressource, le bassin hydrographique, qui est impacté par le changement climatique. Et point de vue qui nous paraît documenté, car ce sont les organismes de bassin qui constituent et qui animent très souvent des systèmes d'information les plus complets, même s'il reste beaucoup à faire en cette matière. Plusieurs intervenants de très haut niveau vont donc nous aider à engager la réflexion, à témoigner de l'actualité de leur bassin. Et pour débuter, j'ai le plaisir de céder la parole à Madame Samira Elawat, qui est la directrice de l'autorité de bassin hydraulique du Ségou au Royaume du Maroc. Et je rappelle au passage que c'est le Royaume du Maroc qui préside le réseau international des organismes de bassin depuis notre Assemblée générale d'octobre 2019 à Marrakech. Et Samira, je vous cède donc la parole pour, à la lumière de l'expérience et de l'exemple marocain, poser les termes de ce débat. Samira. Merci Eric, bonjour tout le monde. De ma part, je me réjouis d'être parmi vous lors de ce webinaire organisé par l'URIOB. Et comme ça a été dit par Eric, la présidence du RIOB actuellement est assurée par le Maroc. Et c'était après la 11e Assemblée générale du RIOB qui s'est tenue l'année dernière à Marrakech. C'était une assemblée générale très réussie. Et en marge de cette assemblée, il y a eu le séminaire international sur la sécurité hydrique. Ce séminaire international qui a été soldé, qui a été clôturé par une déclaration de Marrakech sur la gestion des ressources en eau. Je dirais que cette déclaration, bien entendu, elle a ciblé quelques axes fondamentaux de la gestion des ressources en eau. Je vais essayer de partager avec vous mon PowerPoint. Je vous remercie. C'est parfait? Oui, d'accord. Donc, comme je disais, il y a eu le sommet international sur la sécurité hydrique qui a été organisé en marge de l'Assemblée générale du RIOB à Marrakech l'année dernière. Cette sommet, elle a eu quand même clôturé par une déclaration de Marrakech pour une gestion de bassins participatifs innovantes et qui a ciblé quelques, je dirais, axes fondamentaux qui ont revenu lors des discussions à travers les différentes thématiques. Ces axes fondamentaux, c'est tout d'abord la gestion de l'eau et l'énergie. Donc, c'est Nuxus eau-énergie pour une sécurité alimentaire.
ces enjeux de l'adaptation au changement climatique, qui étaient parmi les axes qui ont eu beaucoup de temps de discussion lors des différents ateliers. C'est également la connaissance, l'innovation et le partage de l'information. C'est la diplomatie de l'eau, la coopération internationale et transfrontalière au service de la sécurité hydrique. Et c'est en fin de compte, c'était, je dirais, le nerf de la guerre, c'est le financement de la sécurité hydrique, c'est les contraintes du financement et c'est les contraintes d'accès au financement disponible à l'échelle internationale. Voilà, je dirais que cette rencontre-là, il vient dans un contexte très exceptionnel qui a marqué l'année 2020 et la fin 2019. C'est la pandémie Covid-19 qui a touché tout le monde et qui a bien entendu obligé, je dirais, à travers la planète, des restrictions de déplacement, des restrictions de réunions, de rencontres, notamment sur la thématique ressources en eau. Mais c'était également une occasion, encore une fois, c'est pour mettre à l'avant, je dirais, l'intérêt et l'importance de l'accès à l'eau pour tout le monde. Donc, l'eau est considérée parmi les moyens de prévention contre cette pandémie. Et donc, là encore, c'était une occasion pour dire que malgré les contraintes qui ont été imposées par la pandémie, donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à innover, à partager pour une gestion durable, une gestion équitable des ressources en eau et pour atteindre l'objectif qui est l'accès à l'eau pour tous. Donc, revenons à la thématique qui est le changement climatique et leurs impacts sur les ressources en eau. Pour rappeler que le Maroc actuellement, il vit une séquence de sécheresse qui a démarré depuis 2014. Donc, c'est quand même une séquence assez longue qui a été marquée par un déficit pluviométrique qui a dépassé les 50% dans certaines régions du Maroc. Dans le bassin Sebour, on a quand même un déficit lors de la dernière campagne ou année hydrologique 2019-2020 de 23%. Et donc là, ce déficit pluviométrique, il est bien entendu, et l'on découle des réductions des apports en eau au barrage. Toujours pour le bassin Sebour, on a eu quand même des réductions des apports de 60%, donc suite à la réduction de la pluviométrie, et puis également une diminution de la recharge naturelle des nappes. Et donc là, pour dire qu'il y a quand même une baisse continue du niveau des nappes, et donc ça crée des problèmes de sécurisation et de garantie de l'accès à l'eau potable pour tout le monde et pour les autres usages. Donc, bien entendu, en plus de ces réductions, il y a eu l'augmentation de la demande en eau, donc que ce soit pour le potable, pour l'irrigation, et donc c'est une augmentation suite à la séquence de haute température qui est quand même plus longue qu'une année normale. Les investigations menées montrent quand même qu'une tendance qui est affirmée, c'est une tendance à un climat sec et plus chaud, avec des séquences très humides limitées dans le temps et dans l'espace. Et donc là, c'est résultat en quelque sorte des changements et des dérèglements climatiques. Pour le bassin Sebour, on a quand même réalisé une étude spécifique pour voir un petit peu l'évolution hydroclimatologique au niveau du bassin. Et donc, en se basant sur les différents modèles de prévision climatologique qui sont développés par le groupe international des experts du climat, le GIEC. Et on sait quand même ces différents modèles ont je dirais un consensus qui est quand même une tendance à une réduction de la pluviométrie qui va jusqu'à 20 à 30% à l'horizon 2050 et à 30 à 40% à l'horizon 2100. Donc, c'est quand même une tendance affirmée. Il faut qu'on se prépare. C'est quand même des contraintes et un challenge qu'il faut quand même relever d'ici les prochaines années. Et bien entendu, les impacts des changements climatiques, c'est tout d'abord la sécurisation d'approvisionnement en eau potable. Donc, on a pas mal de systèmes d'eau potable qui sont fragiles, qui sont sensibles, notamment les systèmes qui sont basés sur des sources, sur des nappes. Et donc, avec les séquences de sécheresse et le cumul des années de sécheresse, donc il y a quand même une contrainte, un risque pour la sécurisation. Il y a des restrictions pour la fourniture d'eau d'irrigation. Et donc là, sachant que l'irrigation, pour nous, le secteur agricole, c'est quand même un secteur pilier du développement socio-économique au Maroc, que ce soit c'est-à-dire au national ou bien au niveau international. Et bien entendu, on a également des contraintes et des problèmes liés au risque d'inondation, sachant les phénomènes extrêmes qui sont également liés au changement climatique. Donc, bien entendu, ces impacts ont des répercussions socio-économiques directes et indirectes qui sont vraiment très marquants. Et donc, ça va de la stabilité de la population dans les zones très déficitaires jusqu'à la limitation du développement socio-économique. La politique de gestion de l'eau au Maroc, c'était une politique anticipative qui a quand même démarré depuis les années 60 par la politique du feu Majesté Hassan II, de la politique de création des barrages, avec au début un objectif d'un grand barrage par an, et puis un rythme qui a été quand même augmenté, renforcé, surtout après les années de sécheresse de 1980. Et donc, actuellement, au Maroc, on compte 147 grands barrages avec une capacité de stockage totale de 18 milliards de mètres cubes. 12 grands barrages sont en cours de construction, donc avec quand même une capacité supplémentaire de plus de 3 milliards de mètres cubes. Et puis, donc, des projections pour d'autres barrages en vue d'augmenter l'offre en ressources en eau au niveau du territoire marocain. La politique également, elle est marquée par un cadre réglementaire assez étoffé. Donc, le Maroc, il a quand même
adopté la première loi sur l'eau en 1995. Auparavant, c'était des textes éparpillés par différents secteurs. Et puis, il y a eu la première loi sur l'eau de 1995. Et puis, une nouvelle loi qui a été adoptée en 2016. Donc, c'est la loi 3615 sur l'eau. Et donc, c'est une loi qui a quand même révisé la première en tenant compte de certaines particularités, notamment les effets des changements climatiques qui ont été constatés et affirmés. Donc, les nouveaux concepts qui ont été apportés par cette nouvelle loi, c'est tout d'abord l'incitation à l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles. Donc, ça n'a pas été cité dans la première et maintenant, c'est quand même une alternative aux ressources en eau naturelles qui a été bien défendue au niveau de la nouvelle loi sur l'eau. Donc, notamment la réutilisation des eaux usées épurées, c'est le dessalement de l'eau de mer, notamment pour la garantie des ressources en eau, surtout pour l'eau potable. C'est également un autre point qui est lié à la préservation des ressources en eau souterraines à travers les contrats de gestion participative des nappes, donc les fameux contrats de nappe. Et donc là, c'est pour dire que les ressources en eau, ça peut constituer des réserves stratégiques qu'on peut recourir en période de sécheresse. Et donc, il faut quand même favoriser actuellement le recours aux eaux superficielles et puis préserver les ressources en eau souterraines. C'est également la mise en valeur et l'utilisation des eaux de pluie avec des projets qui ont un intérêt vraiment très important localement, mais c'est quand même assez important. Et puis, la gestion des risques de phénomènes extrêmes, notamment les inondations et les plans de gestion de sécheresse. En plus de ces concepts, il y a quand même des mesures transversales qui aident quand même à affronter les impacts des changements climatiques sur la gestion des ressources en eau. Donc, on peut citer, c'est la nécessité d'avoir un système national d'information de l'eau. Donc, c'est un système où on partage les données, on communique les informations entre les différentes institutions et qui peut bien sûr aider à mieux prendre les décisions nécessaires et ça peut aider également à être un moyen de sensibilisation et d'information du grand public qui également doit adhérer à cette politique de préservation et de gestion durable des ressources en eau. Il y a également le renforcement de la police de l'eau, donc c'est tout ce qui est en relation avec le contrôle, je dirais des prélèvements et de l'utilisation de l'eau, parce que c'est beau d'avoir des consignes et des règles de gestion, mais il faut quand même assurer le respect de ces consignes, et bien entendu à travers le contrôle. Et de l'autre côté, c'est l'amélioration de la gouvernance. Donc cette nouvelle loi, elle a apporté quand même une institution assez importante, c'est le Conseil de bassin, donc pour la première fois au Maroc. C'est une plateforme qui est constituée par un tiers des représentants de l'État et des établissements publics, et pour les 2 tiers des élus, des usagers de l'eau, des associations non gouvernementales. Et donc, c'est pour Et donc, ce conseil de bassin, ça constitue une plateforme de concertation assez élargie pour prendre en considération les attentes de tout un chacun pour établir la stratégie et la politique de gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants. Cette également politique de gestion de l'eau au Maroc, elle est basée sur la planification qui est très importante parce que pour mieux gérer, il faut mieux planifier. Et donc là, le terme de la planification actuellement, il est 30 ans, donc c'est pour le moyen et le long terme. Pour 30 ans, donc entre 2020 jusqu'à 2050, et ce, à travers l'élaboration du plan national de l'eau à l'échelle nationale, donc qui dresse les stratégies et les orientations majeures à l'échelle nationale. Et puis, c'est les plans directeurs d'aménagement intégré, ce qu'on appelle les PDER, à l'échelle des bassins versants. Donc, actuellement, on a 10 agences de bassin au niveau Maroc. Et donc, les 10 agences, ils sont actuellement dotés de plans directeurs d'aménagement intégré à leur niveau. Donc, pour le SEBO, l'objectif ultime de ces PDER, c'est tout d'abord satisfaire les besoins en eau, que ce soit les besoins actuels et les besoins à la future jusqu'à l'horizon 2050, je dirais de tous les usages, à la fois le potable, le industriel, les besoins touristiques, les besoins d'irrigation, également les besoins de l'écosystème de manière générale. Et donc, tout ça, c'est pour accompagner le développement socio-économique et pour que l'eau ne constitue pas un frein ou bien un facteur limitant au développement de toutes les activités productives au niveau national. Donc, le PDER du bassin Sebou, il est axé, il a ébauché sur un plan d'action axé sur 4, je dirais, piliers fondamentaux, notamment le développement de l'offre. Donc, on continue sur la politique de construction de barrages, sachant qu'on a quand même des potentialités en ressources en eau à stocker et à réserver. Et donc là, pour le bassin Sebou, qui actuellement dispose, je dirais, d'une dizaine de grands barrages, 9 autres grands barrages vont être réalisés dans le futur, donc entre 2020 et 2050, pour une capacité de stockage de plus de 3 milliards de mètres cubes. C'est la gestion de la demande et la valorisation de l'eau.
Et donc là, c'est tout ce qui est en relation avec l'économie, donc à travers le plan national de l'économie de l'eau d'irrigation qui est très important, parce que l'irrigation, ça consomme plus de 85% des ressources non mobilisées, et donc tous les efforts doivent être quand même orientés vers la gestion de la demande agricole pour mieux économiser et pour mieux valoriser la ressource non mobilisée. Également, l'amélioration des rendements des réseaux de distribution, de l'eau potable, etc. Un troisième axe qui est la préservation des ressources en eau et des écosystèmes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la préservation des nappes d'eau souterraines, c'est les programmes de dépollution et de réutilisation qui consistent à préserver le milieu naturel, également à favoriser la réutilisation par la suite. Et puis, un dernier axe qui est la protection contre les phénomènes extrêmes. Et donc là, c'est les programmes, c'est les plans de prévention contre le risque d'inondation et les plans de gestion de la pénurie ou de la sécheresse au niveau de chaque bassin versant. Certes, les changements climatiques, ça amplifie la situation de rareté des ressources en eau qui est déjà, je dirais, manifestée au niveau du Maroc, au niveau de Bassin-Sbou. Et donc, en plus du plan d'action normal, du plan directeur à l'échelle du bassin, donc il y a des mesures complémentaires pour, je dirais, encore renforcer la résilience des territoires face à changement climatique. Donc, parmi ces mesures complémentaires, donc c'est l'incitation à l'économie de l'eau et donc tout ce qui est incitation financière de l'État pour favoriser et pour encourager ces projets. Et donc là, à titre d'exemple, je dirais que pour le secteur agricole, les incitations financières au Maroc, ça atteint jusqu'à 80% des coûts d'investissement. Et également l'appui aux projets de réutilisation et de collecte de l'eau, donc appui technique et appui financier. Et il y a l'augmentation des capacités des barrages projetés. Donc là, on vise une grande capacité de stockage. Et donc là, c'est pour avoir une possibilité de régulation multi-annuelle, donc pas uniquement 2 ans, 3 ans, mais multi-annuelle. Et puis le recours au dessalement d'eau de mer pour sécuriser l'alimentation en eau potable des grandes métropoles du Maroc, notamment le Grand Casablanca, le Grand Agadir, etc. Et il y a également un point important, c'est la connexion entre les différents ouvrages. Et donc là, c'est pour avoir une équité territoriale en matière d'offres en ressources en eau. Et puis des transferts entre les bassins versants. Donc là, on a au Maroc un grand projet structurant. C'est le transfert entre le nord et le sud. Et donc là, le sud qui est quand même un déficit structurant en matière de ressources en eau. Et donc là, c'est dans le cadre d'une solidarité eau entre le nord et le sud du Maroc. Bien entendu, un autre volet qui est la communication, la sensibilisation et le renforcement du contrôle. Et donc là, bien entendu, qui accompagne toutes ces mesures complémentaires pour pouvoir faire adhérer tous les usagers de l'eau jusqu'au grand public à cette politique et aux efforts qui sont quand même maintenus et déployés pour la gestion durable et la gestion participative des ressources en eau. Ces mesures complémentaires, certes, ils génèrent des coûts supplémentaires, mais qui sont indispensables pour garantir l'accès à l'eau. Et donc, dans le cadre de notre terre, on n'a pas dissocié le plan normal du plan avec les mesures complémentaires parce que quand même, comme j'ai dit, c'est indispensable. Il faut c'est-à-dire qu'on commence dès aujourd'hui pour pouvoir gérer durablement les ressources en eau et pour pouvoir accompagner la demande qui est en perpétuelle croissance continue. Et donc, les moyens de financement pour ce plan d'action, donc c'est en grand, c'est le budget total de l'État, notamment pour la construction des barrages, pour l'aménagement, tous les aménagements hydro-agricoles, pour les grandes stations de dessalement et de production d'eau potable. Donc, c'est le budget, je dirais, général de l'État, avec une contribution de l'usager à travers la tarification de l'eau, donc l'eau potable industrielle et agricole, à travers les systèmes de redevances qui sont instaurés par la loi sur l'eau, donc les redevances prélèvement, les redevances déversement de la pollution. Donc là encore, ça contribue au financement du plan d'action, en plus de la promotion de tout ce qui est partenariat public-privé pour les grands projets structurants d'irrigation, de dessalement et d'eau potable. Et puis, bien entendu, la partie recherche auprès des bailleurs de fonds, donc notamment le fonds vert du climat. Et donc là, pour dire à ce sujet que le Maroc a déjà bénéficié de ce fonds à travers un projet qui consiste à transférer de l'eau d'un barrage vers une plaine pour préserver la ressource en eau souterraine locale qui n'arrive pas à satisfaire les besoins d'irrigation localement. Et donc, voilà en gros les quelques idées pour nous au Maroc sur les changements climatiques, leur impact sur les ressources en eau, les mesures d'adaptation qui sont actuellement en cours de préparation et de mise en œuvre, avec les contraintes bien entendu pour pouvoir veiller à une gestion intégrée, à une gestion durable à l'échelle des bassins versants, avec bien entendu une stratégie à l'échelle nationale en cette matière. Voilà Eric, merci pour votre attention. Je suis à votre écoute pour complément d'information. Merci beaucoup Samira, merci Madame la Directrice pour ce panorama très complet à la fois les outils de planification, les infrastructures et leur financement. Je vais céder tout de suite pour la deuxième partie de notre webinaire la parole à Monsieur Alain Bernard du secrétariat technique permanent du RIOB, l'Office international de l'eau,
Alain Bernard est l'un des experts de l'OIO en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Et je te laisse la parole, Alain, pour présenter nos intervenants et animer le panel qui va suivre. Alain. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vois de nombreux noms et visages connus au sein de l'assistance. C'est un véritable plaisir de vous compter parmi nous et d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci à Éric Tardieu et Samira El Awad pour ces propos introductifs, pour ce panorama déjà large sur la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques et sur l'importance des mesures d'adaptation au changement climatique. Alors, quand on parle de changement climatique, il y a deux grands volets à bien distinguer. D'un côté, l'atténuation, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ceci est un thème qui nous échappe quand même assez largement, nous, professionnels de la gestion de l'eau. Les études solides évoquent le fait que, en termes d'atténuation, le produit intérieur brut mondial pourrait perdre autour de 400 milliards d'euros par an d'ici 2050, si nous restons sur un scénario tendanciel concernant l'atténuation du changement climatique. Donc, il est clair que investir pour réellement atténuer s'avérerait beaucoup moins coûteux. L'écart entre les coûts d'un scénario tendanciel et les coûts à engager dans un scénario plus optimiste, plus proactif, ça reflète finalement le coût de l'inaction. Donc d'un côté l'atténuation, et aux côtés de l'atténuation, il y a le deuxième volet du changement climatique qui nous revient par contre totalement, c'est tout ce qui est adaptation. Alors autant l'atténuation est un objectif global qui doit être partagé entre les différents pays, autant l'adaptation doit se réaliser plus localement. Les effets du changement climatique se font d'ores et déjà sentir dans tous nos bassins et il convient de s'adapter rapidement. Donc, l'ORIOB organise aujourd'hui ce webinaire. Nous sommes le 13 octobre, journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Or, nous savons tous que l'une des préoccupations majeures est la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, que ce soit sécheresse, inondations notamment. Leur nombre a doublé en 20 ans sur cette planète. Et nous vivons tous dans nos bassins respectifs cette réalité. Voici 10 jours, dans le sud de la France, à 80 km à peine à vol d'oiseau d'ici, nous avons subi la tempête Alex qui a engendré des pertes humaines, des destructions considérables pour environ 1,5 milliard d'euros sur une zone qui était pourtant finalement relativement peu urbanisée. Il y a donc beaucoup à faire pour anticiper à l'avenir et concrétiser l'adaptation. Tout ne sera pas applicable partout, tout le temps, mais si on parle résilience, solutions fondées sur la nature, telles que les zones d'expansion de crues, nature en ville, agroécologie, gestion de la demande, gouvernance, tout cela coûte assurément, voire coûte cher, mais ne pas l'envisager coûtera vraisemblablement encore bien plus cher. Donc de façon concrète, nos grands témoins aujourd'hui vont maintenant partager leur expérience professionnelle liée aux impacts du changement climatique au sein de leurs bassins respectifs, de leur pays, au niveau de leurs instances internationales. Et ces expériences sont relatives aux scénarios prévisionnels d'évolution et aux décisions prises en intégrant à la fois l'approche économique et l'approche environnementale. Nous avons orienté nos intervenants autour de deux questions principales. Premièrement, les connaissances actuelles vous permettent-elles de définir des scénarios suffisamment crédibles et précis d'évolution en termes de ressources en eau? Et deuxième question, vous avez pour plusieurs d'entre vous réalisé des comparaisons entre un scénario que je qualifierais de tendanciel, business as usual, et un scénario qui fait preuve de plus de volontarisme écologique, entre guillemets. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces comparaisons? Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Caroline Joignot, qui est directrice des projets à l'Association nationale des élus de bassin, donc en France. Madame Joignot, je vous passe la parole, vous avez une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Je vous remercie, je partage mon écran. Des milieux aquatiques et de leurs usages, donc à l'échelle du bassin, qui est l'échelle qui nous concerne aujourd'hui. Donc plus concrètement, les EPTB, les syndicats de bassin ont pour mission d'améliorer les connaissances et l'expertise, de conduire des études et mener des observatoires sur les différents domaines de l'eau et du climat. Ils sont également en charge de la planification et des programmes d'action, de type schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, les PAPI sur la prévention des inondations, les projets de territoire de gestion de l'eau, donc ils sont porteurs ou impliqués dans un certain nombre de dispositifs et ils sont également en charge de la maîtrise d'ouvrage de gestion de systèmes d'endiguement, tout ce qui est barrage et des travaux de restauration de la continuité écologique
un certain nombre de missions qui traduisent bien que l'eau est vue et perçue comme un tout et qu'on porte tout le message de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins. Parmi ces organisations qui sont membres, un certain nombre conduisent des études et des démarches prospectives. Donc à moyen terme, on est également à l'horizon de 2050 pour évaluer l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, sur l'évolution des besoins et au regard des différents usages qui touchent à cette eau et de projeter sur les modalités de gestion à définir pour réussir à revenir à un équilibre de la ressource et d'assurer un bon fonctionnement à la fois des milieux et des activités. Donc, ces démarches prospectives, elles sont lancées en s'appuyant sur différents éléments, qui est en premier lieu le constat qu'il y a vraiment une pression sur la ressource en eau. C'est statistiquement et scientifiquement prouvé et déterminé à l'échelle de ces bassins, que le multi-usage est là et qui va s'accroître avec le temps. Donc agir maintenant permettra aussi de prévenir des conflits d'usage autour de ce qui tourne, autour de la qualité environnementale des milieux, de l'alimentation en eau potable, également des usages, que ce soit agricoles, industriels ou énergétiques. Tous ces usages-là tournent autour de l'eau et il faut anticiper les besoins qui vont être croissants à l'avenir. Prendre également en considération le fait que les situations territoriales et les bassins ont chacun leurs caractéristiques, situation hydrogéométrique, on va dire, et hydrogéographique, météorologique. Donc, on ne peut pas plaquer un modèle sur un autre, même si dans les projets que je vous présente juste après, on est plutôt sur une zone sud-est, sud-ouest de la France. Il y a nécessité de conduire ces démarches prospectives à l'échelle du bassin. Pour les mener également, ils prennent en compte les données socio-économiques du territoire, donc tout ce qui relève des activités agricoles, économiques, énergétiques, l'habitat, l'emploi, tout ce qui fait que le territoire a une activité économique et de mesurer l'impact que ça peut avoir sur, en fonction du modèle de gestion de l'eau, l'impact qu'elle aura sur ce territoire donné, avec comme optique de viser la résilience de ces territoires. Donc on est bien dans une démarche proactive pour anticiper et prévoir les changements. Pour illustrer mes propos, je voulais vous présenter très rapidement les trois démarches prospectives qui sont menées par nos membres, qui portent sur la Charente, l'Adour et la Durance, donc des territoires entre 10 000 et 17 000 kilomètres carrés, sur le sud-ouest et sud-est de la France, qui se sont tous les trois engagés dans des études prospectives avec différentes étapes qui sont communes, qui est d'établir un diagnostic prospectif partagé avec les différents acteurs du territoire. Et le terme de partager avec les acteurs est important, puisque chacun va venir apporter sa connaissance, ses données, de pouvoir permettre de caractériser le système qu'on étudie et de pouvoir également se mettre dans une approche globale des enjeux et une appropriation collective de ces enjeux. Donc c'est des instances qui prennent du temps à mettre en place, mais qui sont essentielles pour le bon déroulement ensuite de l'ensemble du projet. Ces instances-là ont pour objectif d'élaborer, de mettre en perspective des scénarios. Donc on va revenir après, je parle bien au pluriel, puisque en fonction des différents modélisations, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Et ces scénarios sur lesquels pourront s'appuyer la puissance publique pour définir à la fois des pistes d'adaptation et des choix d'investissement. En fait, ça constitue vraiment des outils d'aide à la décision pour élaborer des stratégies à moyen, long terme, de stratégies adaptatives qui pourraient être mises en place et intégrées progressivement dans les politiques publiques liées à l'eau et à l'aménagement. Donc pour construire ces modèles, les structures de bassin qui engagent ces démarches s'appuient sur un certain nombre de données, donc les données eau et hydro qui sont disponibles et les données climat également, donc, de type les données de débit, les données de prélèvement, les données liées à la qualité de l'eau, au retour sur les crues et les inondations qui ont pu se dérouler sur le territoire. Et également, ils intègrent bien sûr les données socio-économiques du territoire, de type évolution de la population, des usages, de la fréquentation touristique, des pratiques agricoles, etc. Toutes ces données sont de plus en plus fiables,
mais il reste quand même des variables ou des biais sur lesquels on n'a pas de réponse aujourd'hui et qui peuvent influer les modèles qui sont produits. Donc c'est cette composante d'incertitude, elle existe, même si les données sont de plus en plus fiables, il reste quand même des paramètres dont on ne dispose pas. Et en ça, les acteurs produisent plusieurs modèles et plusieurs simulations en fonction des évolutions qu'ils essayent d'extrapoler et de modéliser. Et cette modélisation-là va vraiment servir, là aussi, comme un outil d'aide à la décision pour préfigurer plusieurs scénarios en fonction des critères que l'on retient. Donc ces scénarios, ils sont construits là aussi avec les acteurs, dans des démarches transversales et partagées. Donc il y a différents thèmes, je vous ai mis une petite illustration sur un des ateliers qui avait pu avoir lieu en Charente autour des questions et des enjeux d'aménagement du territoire, avec la place de l'eau dans ces enjeux-là. C'est à partir de ces modélisations, différents scénarios d'évolution sont produits. Donc, les scénarios tendanciels, qu'est-ce qui se produit si on n'intervient pas sur la situation actuelle. Des scénarios plutôt optimistes et volontaristes, où là, on met en avant des choix d'action, des choix d'adaptation et des actions qui vont avec sur le territoire donné, ou encore des scénarios plutôt extrêmes, où on va appuyer et, on va dire, sur-augmenter une possibilité d'évolution, un petit peu pour, pas réveiller les consciences, mais pouvoir alerter sur la situation et montrer que potentiellement, on pourrait aller jusque-là. Donc, ces scénarios d'évolution sont traduits et adaptés au territoire et partagés avec les acteurs. Donc, partagés dans le sens présenté aux acteurs. Tous ne sont pas forcément, confirment pas forcément les propositions de scénarios. Mais en tout cas, dans la démarche, il y a vraiment une recherche et une comparaison de ces scénarios pour aider à identifier les mesures d'adaptation qui seraient les plus adaptées au territoire donné et de pouvoir ensuite mesurer les coûts et les investissements qu'il faudra prendre pour répondre à ces mesures, pour pouvoir les mettre en place. Donc pour illustrer un petit peu plus concrètement les deux approches, ce que vous appeliez business as usual et volontarisme écologique, je présente quelques chiffres de deux territoires. Donc ce n'est pas les mêmes territoires sur les deux approches, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée de ce que ça peut représenter. Sur le territoire de l'Adour, dans une démarche de projet de territoire de gestion de l'eau, les acteurs ont estimé le déséquilibre actuel qui est de 3,1 milliards de mètres cubes et un déséquilibre estimé à 2050 encore plus élevé. Donc ils ont identifié les familles de solutions qui permettent un retour à l'équilibre en 2050, qui se traduiraient par différentes actions de type économie liées au matériel d'irrigation, au changement de pratiques agricoles, à la réutilisation des eaux usées traitées et également le confortement de stockage d'eau en soutien d'étiage qui permettrait d'atteindre, de combler le déséquilibre de la ressource en eau. Et en termes de chiffrage, ils évaluent les investissements nécessaires à la mise en place de ces actions à 40 millions d'euros. Donc ça, c'est si on choisit d'agir et d'engager des actions pour répondre à la raréfaction de la ressource en eau. Sur un autre territoire, donc, qui est le territoire de la Durance, donc là aussi toujours dans le sud de la France, le PTB est en cours de conduite d'une étude macroéconomique pour identifier les usages qui sont dits vulnérables, c'est-à-dire les usages de l'eau qui seraient mis en péril si à court ou moyen terme on n'agit pas pour lutter contre la raréfaction de la ressource en eau. Et là, je pense que les chiffres parlent un petit peu d'eux-mêmes, entre guillemets, puisqu'on est largement sur d'autres volumes de chiffrage qui vont de millions d'euros sur les questions d'hydroélectricité ou d'agriculture, jusqu'à des milliards d'euros d'impact pour l'industrie qui appuie son activité en utilisant l'eau. Donc on voit bien que les montants engagés ne sont pas du tout les mêmes. Les montants qui pourraient être engagés ou impactant l'activité ne sont pas du tout les mêmes. On vous laissera bien sûr les diaporamas, mais je vous ai remis dans les liens les différentes présentations de ces études prospectives qui sont beaucoup plus détaillées que ce que je vous ai présenté ici et qui permettent d'avoir un regard un peu transversal sur ces types de démarches. Très bien, merci Madame Joignot pour ces éléments très instructifs, très intéressants, notamment par la diversité des expériences que vous évoquez.
En attendant les questions éventuelles de l'assistance au moment des questions, savoir aussi que nos collègues de l'institution Adour sont présents avec nous aujourd'hui. Donc peut-être pourront-ils prolonger le Zoom que vous avez proposé, là, que vous avez esquissé, et donner quelques informations complémentaires sur cette étude, notamment l'étude Adour 2050, qui est quand même très, très éclairante sur nos sujets. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec notre deuxième grand témoin. Alors, je suis conscient de lui demander un effort, puisque sa langue natale est le portugais, mais M. Razera va s'exprimer en espagnol. Donc, M. Sergio Razera, directeur de l'agence Fondation des bassins de Piracicaba, Capivari, Jundiaí, au Brésil. Donc, ces bassins qui sont couramment dénommés PCJ ou PCJ en portugais. Sergio, tu as 10 minutes, s'il te plaît. Sí, gracias, Alain Bernard. Buenos días a todos, pidiendo disculpas por las dificultades con el idioma. También me gustaría agradecerles por nuestra colaboración de larga data con la Oficina del Agua y con la Agencia de Cuenca de la Bretagne de Francia. Pido la ayuda de mi amigo Eduardo Leo, que va para la presentación de las diapositivas. Puede pasar, Eduardo. Entonces, hablemos un poco sobre los esfuerzos en las cuencas de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí, las cuencas PCJ. Como se puede ver, estamos ubicados en el sureste de Brasil, en la frontera con los estados de São Paulo y Minas Gerais. Puede pasar. de São Paulo y Minas Gerais. Est-ce que vous pouvez passer la diapositive, s'il vous plaît? Estas tres pequeñas cuencas hidrográficas, la del río Piracicaba es más grande en amarillo, el del río Capivari es en color más oscuro, y la del río Jundiaí aquí en tono de verde. El área geográfica de estas tres cuencas hidrográficas es de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados de área, donde viven 5.8 millones de personas. Ahí donde se ubica la tercera región más industrializada del país, que genera el 7% del Producto Interno Bruto de Brasil. En la parte alta de la cuenca del río Piracicaba se ubican 4 presas de agua denominadas Sistema Cantarera, que suministran a la mitad de la región metropolitana de São Paulo. Son más 9 millones de habitantes. Suministran también al primer parque industrial del país, con aproximadamente el 25% del Producto Nacional Bruto. O sea, más del 30% de toda riqueza generada en Brasil necesita de las aguas de cuenca PCJ. También es importante destacar que desde el punto de vista de las lluvias, tenemos 6 meses muy lluviosos y 6 meses muy secos. Y con efectos del cambio climático, estos periodos más secos se están intensificando. Tuvimos una sequía histórica en los años de 2014 y 2015, y ahora enfrentamos una nueva dificultad. Esto nos posibilitó algunos aprendizajes. Entonces, la gestión de recursos hídricos en la región debe ser muy cuidadosa, muy planificada y muy bien ejecutada para evitar grandes pérdidas para la población y para la economía brasileña. En relación a las cuestiones planteadas para el debate de hoy, podemos decir que nuestro conocimiento actual no nos permite definir buenos escenarios para el desarrollo
uso del agua, del uso de agua. Aún nos falta aprender a trabajar con un contexto de incertidumbre. ¿Y cuáles son estos retos? Desarrollar conocimiento para gerencia, porque no se gerencia lo que no se conoce. Necesitamos monitorear mejor. Necesitamos dialogar con las partes. Planear continuamente. Desarrollar las capacidades de todos los involucrados en la gestión de recursos hídricos. Y obviamente aprender con los errores. Puede pasar. Como un ejemplo, desde la crisis hídrica que vivimos, pasamos a monitorear con mucho más intensidad los ríos de la región, lo que asegura una gestión más precisa y mejor fundamentada. Puede pasar. En relación a las formas de negocios que se practican hoy en día, podemos decir que siguen siendo de formas muy tradicionales, muy consumidoras del agua. Hay con una visión de futuro consumiendo aún mucha agua. Las medidas para un uso más racional del agua aún dependen de resultados económicos a corto plazo. O sea, algunas prácticas que se utilizan solo se realizan porque ahorran dinero. No porque sean de importancia ecológica. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un enfoque más equilibrado y planificado, dado que en nuestra región tenemos muchos riesgos para la seguridad hídrica. Puede pasar. Para los comités PCJ, hay para la agencia PCJ, una cuenca resiliente es una cuenca bien administrada. En ese sentido, para que en futuro no tengamos problemas aún más graves, es necesario trabajar de forma en formas de financiamiento, especialmente en el sector de saneamiento básico. Necesitamos avanzar promover el intercambio de experiencias y alianzas. Necesitamos fortalecer las instituciones que participan en el sistema de gestiones de recursos hídricos, públicas y privadas. Y más que nunca, implementar una agenda negociada orientada a la sostenibilidad y la reducción de riesgos, ampliando así nuestra seguridad hídrica. Puede pasar. Hemos recorrido un largo camino en estos 28 años de gestión descentralizada y participativa. En 1993, cuando se instaló el Comité de Cuenca, la región tenía 3.5 millones de habitantes, 50% de alcantarillado, 3% de tratamiento. Hoy son 5.8 millones, 90% de la recolección de aguas residuales y 78% en tratamiento. Dentro de los conocimientos hay herramientas que tenemos disponibles. Acabamos de actualizar nuestro plan de cuenca. Yo creo que sea un buen ejemplo de planeamiento negociado que consolida nuestra agenda de actividad que tiene como temas principales la recuperación de la calidad del agua con objetivo para la eliminación de nutrientes, acciones para garantizar el suministro de agua para atender a todos los usos, abastecimiento humano, industrial y agrícola, que son nuestros principales usos. Cuidado con los usos y con las aguas subterráneas.
educación ambiental, comunicación con la sociedad e innovaciones tecnológicas, protección de manantiales con miras a soluciones basadas en la naturaleza y finalmente gestión con foco en gobernanza. Puede pasar. Creo que es una corta presentación de la cuenca PCJ. Les agradezco una vez más la oportunidad y estoy disponible para todos. Je serai ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes très bien placé pour parler justement de cette incertitude, en connaissance de cause, si j'ose dire. Et il est vrai que lorsqu'on connaît un événement extrême, quel qu'il soit, il faut aussi veiller à ne pas sombrer, entre guillemets, dans la maladaptation. Il convient de privilégier des mesures telles que celles que vous avez prises, de gestion de la demande, de préservation des sources, de traitement des eaux usées, ce que j'appellerais des mesures sans regret, qui en fait, quel que soit le scénario réel d'évolution du climat, ces mesures sans regret permettent de répondre au moins partiellement à la problématique. Alors, nous avons préparé un sondage très court que je vais vous livrer maintenant, avant d'entamer la séance de questions-réponses, si vous voulez bien. Edouard, est-ce qu'on peut projeter le sondage pour nous? Problème technique, Alain, le sondage est inactif. Peut-être peux-tu lancer les questions pendant que Edouard essaie de remettre ça au point. Ok. Donc nous avons plusieurs questions qui ont été posées dans le chat et je ne peux que vous encourager à procéder ainsi. Donc Madame El Awat, il y a notamment des questions relatives aux outils économiques. Est-ce que du point de vue du constat, est-ce que le prix de l'eau, donc c'est une question de Jacques Ganoulis, est-ce que le prix de l'eau au Maroc a été changé, a évolué du fait du changement climatique? Et une question complémentaire, je dirais, de Peter Kovacs, est-ce que vous vous servez d'outils économiques pour finalement réguler, inciter à restreindre les prélèvements, notamment sur les prélèvements agricoles? Madame El Awat. Donc, merci. Pour les questions. Pour la première question, on a la tarification de l'eau. Et donc là, c'est une tarification qui varie en fonction de l'usage. Donc, on a une tarification pour l'eau potable. Et donc là, c'est une tarification qui prend en compte, bien entendu, le prix de revient réel. Et puis, surtout, elle prend en considération la capacité des ménages à payer ce coût. Et donc là, c'est une tarification qui reste quand même difficile à modifier d'une année à l'autre. Et donc, j'avoue que ça fait maintenant quelques années qu'il est resté inchangé. Et donc, actuellement, il y a des réflexions pour pouvoir relancer le débat en vue d'inciter à une économie encore plus. Par contre, pour les autres usages, notamment l'agriculture, donc il y a une tarification à part. C'est une tarification qui contribue largement au prix de mobilisation de la ressource en eau et des services. Là encore, c'est très différencié entre les différentes régions en fonction de la vulnérabilité et du degré, je dirais, de valorisation des ressources en eau. Et je donne à titre d'exemple un projet actuellement au Maroc, c'est une unité de dessalement, de déminéralisation pour un usage en même temps l'eau potable et l'irrigation. Et donc là, l'agriculteur, il est tenu à payer en fait le coût du mètre cube plus cher qu'ailleurs parce que quand même, il y a des efforts encore plus importants pour la mobilisation des ressources en eau. Et donc, pour dire que vraiment la tarification, elle est échelonnée en fonction des usages et pour chaque usage, en fonction du contexte, je dirais, socio-économique, il y a quand même des mesures qui ont prises en parallèle. Donc là, pour la deuxième question, donc les outils économiques pour inciter à l'économie, notamment dans le secteur agricole. Donc certes, donc il y a pas mal de modèles qui ont été développés au Maroc. Et je cite là encore l'exemple du programme national de l'économie d'eau d'irrigation. Donc c'est un programme qui a été, ça fait maintenant quelques années, qui a été mis en place avec le plan Maroc vert, je dirais la stratégie du développement du secteur agricole au Maroc.
Et donc là, après constater que l'agriculture, ça consomme plus que 85% de ressources non mobilisées au Maroc, et puis qu'il y a une grande partie de l'irrigation se fait de manière traditionnelle avec des pertes énormes. Et donc là, il y a eu quand même l'intérêt à pouvoir inciter les agriculteurs à se procurer je dirais les pratiques économes de l'eau en irrigation avec l'incitation financière de l'État pour pouvoir économiser davantage, sachant que le gain, donc là, c'est un gain pour toute la collectivité. Et pour cela, donc l'État continue quand même à inciter à contribuer au financement de ce projet. Et donc là, pour dire que la politique de gestion des ressources au Maroc, actuellement, il est toujours épaulé en grande partie par l'État, en attendant, bien entendu, de développer davantage de modèles économiques pour inciter l'usage final à pouvoir contribuer et payer le plus en termes de prix de revient du mètre cube mobilisé et offert. Donc, voilà pour les questions posées. Très bien, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je reviendrai vers vous, assurément, sur des questions ultérieures. Édouard, est-ce qu'on peut projeter le sondage que nous avions envisagé? Voilà, donc deux questions. Une première qui vous interroge sur le fait, est-ce que vous disposez déjà d'un plan d'adaptation au changement climatique? Oui, non, ou non applicable, selon les structures, évidemment. Et deuxième question, le principal frein à l'adaptation dans votre périmètre, on va dire, sur vos bassins en général, est-il d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre technique ou autre frein important que vous seriez à même de nous décrire dans le chat? Voilà, donc je vous laisse la liberté de répondre à ceci tout de suite ou de le mettre dans un petit coin de votre écran pour y répondre après réflexion. Nous exploiterons le sondage d'ici une vingtaine de minutes environ, donc vous avez un peu de temps, mais bon, ce sont aussi des questions relativement simples et directes. Je poursuis la séance de questions-réponses. Madame Joignot, une question est posée sur les règles d'attribution, d'allocation en fait de l'eau. Est-ce que, notamment dans les zones sous tension, les zones critiques, est-ce que les règles d'attribution d'eau sont déterminées en fonction des valeurs ajoutées des secteurs ou des sous-secteurs concernés? Une question de Guido Schmitt, je crois. Ça fait partie des éléments qui sont pris en compte. C'est tout l'enjeu des projets territoriaux de gestion de l'eau. C'est justement d'avoir une représentation de la diversité des acteurs qui sont concernés par la ressource en eau, que ce soit les agriculteurs, les collectivités, les gestionnaires sur le volet eau potable, les industriels, les producteurs d'électricité, les acteurs du tourisme, les urbanistes, etc. Puisque chacun va amener sa réalité économique et ses usages et ses besoins pour que du coup, ce soit vraiment partagé et que les enjeux puissent être évalués au regard de ces estimations économiques. Et que dans les travaux qui sont conduits par certains de nos membres, la projection sur des scénarios montre que certains paramètres peuvent avoir plus d'impact que d'autres sur la ressource en eau et que les choix qui sont faits ne sont peut-être pas forcément, les choix qui seraient faits ne seraient pas forcément les bons. Par exemple, si on considère la ressource en eau comme prioritairement une matière première pour le développement économique, en termes de projection à moyen long terme, le scénario ne tient pas. On arrive à la ressource n'est pas infinie, c'est bien le problème. La pression ne fera qu'augmenter, les conflits également, et tout ça aura des impacts en cascade. J'ai fait mauvais jeu de mots, mais en tout cas, ça ça tendra vers un scénario plutôt négatif, alors que certaines approches donc volontaires d'engagement, de choix d'adaptation riment bien avec le dynamisme socio-économique d'un territoire. Par exemple, sur les activités de tourisme liées à l'eau, ils peuvent avoir un poids économique fort pour le territoire en termes d'emploi, en termes de dynamisme politique et économique. Et les orientations volontarisme écologique et dynamisme socio-économique tiennent sur la durée. Il y a une viabilité économique, l'emploi est maintenu, les charges pour les ménages sont stables et n'augmentent pas. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble des acteurs et de leur réalité économique est prise en compte pour justement nourrir ces scénarios et réussir à déterminer celui qui sera le plus juste et le plus durable pour le territoire.
Très bien, merci à vous de ces précisions. J'ai une question complémentaire pour Madame El Awad qui est posée par Guido Schmitt, mais je crois que ça rejoint globalement ce que demande aussi Yamna Djelouli. Le constat est souvent que les politiques de réduction des consommations agricoles ne portent pas toujours leurs fruits parce que l'eau qui est économisée, finalement, elle est utilisée pour d'autres usages, pour étendre finalement les périmètres irrigués. Est-ce que vous avez une politique volontariste au Maroc pour basculer sur des cultures qui soient résilientes au climat, moins gourmandes en eau et qui permettent réellement de diminuer la demande? Alors, je ne sais pas si on a toujours Madame El Awad. L'eau qui est économisée, ça sert pour l'extension. Ça va, ça? Allez-y, allez-y. Donc, une grande partie de l'eau économisée, ça sert pour répondre aux besoins des extensions des terrains agricoles. Et donc là, pour nous, c'est une première étape. L'idée de pouvoir changer les cultures pour s'adapter au changement climatique, à l'arrêté de ressources en eau. Donc, le débat, il est encore, je dirais, en phase initiale. On a quelques régions du sud du Maroc où la ressource en eau, vraiment, il fait vraiment très, très rare. Et donc, il y a des cultures et des terrains, je dirais, des périmètres irrigués qui, d'eux-mêmes, donc les agriculteurs d'eux-mêmes, échangent de cultures parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources en eau pour satisfaire les besoins. Mais pour parler d'une politique générale de changement des cultures à l'échelle, je dirais, territoriale, à l'échelle nationale, donc on n'est pas encore à ce stade, sachant qu'il y a beaucoup à faire en matière d'économie de l'eau. Et donc, c'est pour pouvoir, je dirais, aller par étapes. Et donc là, actuellement, par contre, ce qu'on travaille là-dessus également, c'est à travers ce qu'on appelle les contrats de nappe, dans les zones qui sont très vulnérables et très sensibles, où il y a une surexploitation des eaux souterraines. Donc, c'est qu'on va même délimiter des périmètres d'interdiction de prélèvement d'eau. Et donc là, c'est vraiment arrêter l'expansion de l'activité agricole dans certaines zones qui sont très vulnérables et puis réglementer l'activité d'autres zones où il y a encore de la ressource possible avec, dans une perspective d'une étape ultérieure, de pouvoir changer de culture qui actuellement, c'est un débat sur la table pour certaines cultures qui consomment beaucoup d'eau dans des régions qui sont vraiment très pauvres en ressources en eau. Merci, voilà. Madame El Awad. Une question complémentaire. Alors, je sais qu'au Brésil, dans le bassin PCJ et au Maroc en général, il y a beaucoup d'ouvrages hydrauliques, d'infrastructures grises, on dira. Madame Joignot, de votre connaissance, est-ce que vous avez des exemples? Alors, c'est une question qui a été posée dans le chat, notamment par Peter Kovacs. Est-ce que vous avez des exemples intéressants de modes de stockage alternatifs de l'eau, au-delà de ces barrages et de ces réservoirs? Plus généralement, une question de Ramiro Martinez, est-ce que vous avez une évaluation du coût de la non-adaptation, en fait, dans les bassins sur lesquels vous avez l'occasion d'interagir? Sur les modalités alternatives, c'est vrai qu'on travaille beaucoup actuellement au niveau français, en tout cas aux mesures naturelles de rétention des eaux. Donc d'aller vers ce que vous évoquiez en introduction sur les solutions fondées sur la nature et les MNRE. Donc il y a pas mal de techniques qui sont partagées sur notamment la mise en place de haies en tête de bassin versant, par exemple, pour réguler, on va dire, le ruissellement, et pouvoir conduire le ruissellement plutôt vers les nappes que créer des phénomènes d'inondation par ruissellement. Donc effectivement, on est vraiment dans le partage d'expérience, sachant que de notre point de vue, les méthodes se complètent et permettent une gestion globale de l'eau à l'échelle du bassin versant en faisant appel à différentes techniques liées à cette gestion de l'eau. Et la deuxième question. Des illustrations du coût de la non-adaptation. Est-ce que sur les bassins avec lesquels vous travaillez, Adour, Charente ou autres, vous avez finalement des évaluations économiques de ce que coûterait par rapport à un scénario plus volontariste?
Ça peut faire écho à l'une de mes diapos. C'était donc l'étude macroéconomique est en cours sur le territoire de la Durance. Donc c'est encore incomplet dans le sens où l'étude n'est pas finalisée. Si vous voulez, je vous repartage rapidement la diapo en question sans eau, où les évaluations à ce jour sont évaluées à ces montants-là. D'accord. Merci bien, que je lis parce qu'elle est quand même très pointue. L'actuel processus de révision du traité international sur la haute mer peut-il être une opportunité de renforcer la protection de la ressource en eau, notamment sur les aspects des outils de gestion, de la biodiversité, des ressources génétiques, des études d'impact environnemental et de la participation du public? Est-ce que quelqu'un a des éléments d'appréciation sur ce point-là? Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce serait intéressant. Sinon, on peut y revenir peut-être ultérieurement dans la discussion ou plus tard par écrit. On en reste là. Bon, mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième session de... Alors, j'ai sans doute pas listé toutes les questions, mais vous êtes nombreux à en poser. On verra s'il nous reste un peu de temps en fin de webinaire pour traiter la deuxième partie. Nous allons donc poursuivre avec notre troisième grand témoin, Madame Sonia Coppel, qui est secrétaire de la Convention sur l'eau, co-secrétaire du protocole eau et santé à la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, l'UNEC. Madame Coppel, je vous passe la parole. Yes, thank you very much. Merci beaucoup et merci pour m'avoir invité à parler dans ce webinaire aujourd'hui. Je vais me centrer spécifiquement sur la situation des bassins dans le monde sont transfrontalières. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est très bien. Cette présentation a été faite avec ma collègue Hanna Bruknikova qui travaille aussi, Hanna Politnikova, qui travaille aussi au secrétariat de la Convention. Et je voudrais commencer par vous dire, comme la plupart ont noté aujourd'hui, c'est le jour international pour la réduction des risques des désastres des Nations Unies, parce que, comme vous voyez, donc la plupart de ces désastres sont liés à l'eau, comme par exemple les inondations. Donc, en général, la plupart de ces désastres sont partagés par les pays. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important pour vraiment collaborer dans l'adaptation? Parce qu'elle serait plus efficace et pour éviter la mauvaise adaptation en échangeant des données, des informations transfrontalières et aussi en améliorant les bases de données, l'espace de planification, identifier les priorités dans les bassins et puis identifier les meilleures priorités en se basant sur la perspective des bassins. Donc, il faut vraiment faire face aux désastres, comme par exemple les sécheresses et les inondations d'une façon plus efficace. Il faut réduire les incertitudes. Il faut aussi offrir un soutien à l'adaptation dans la planification au niveau des pays. Et puis, il faut partager les coûts et les bénéfices entre les pays. Donc, l'adaptation sera plus efficace et dans certains cas, ceci va réduire aussi les coûts de l'adaptation pour les pays en question. Et il y a un cadre mondial que la plupart vous connaissez, donc la Convention de l'eau et donc en 1996, ce cadre est unique au sein des Nations Unies sur la coopération pour les eaux et la gestion des eaux et aussi l'adaptation au changement climatique. Nous avons 44 parties prenantes, 3 en Afrique, le Tchad, le Sénégal et le Ghana, et aussi dans le cadre de la Convention, l'adaptation au changement climatique a commencé presque dès le début. Depuis l'année 2000, il y avait des travaux sur les inondations
Et depuis 2006, donc, il y a le groupe de travail sur le climat qui a été créé. Et donc, nous avons renforcé les capacités, l'échange d'expériences, le développement de guides et aussi l'aide sur le terrain. Donc, nous avons travaillé sur les réseaux pour l'adaptation en coopération avec Inpool et aussi nous avons travaillé sur le renforcement des capacités sur le financement, l'adaptation transfrontalière et la mise en place de projets. Et maintenant, je souhaiterais parler de quelles sont les étapes possibles et vous donner certains exemples en incluant les coûts associés de ce travail transfrontalier. Donc, quelles sont les étapes recommandées? En premier lieu, le développement d'analyses basées sur le bassin, sur les impacts du changement climatique et aussi une évaluation de vulnérabilité sur tout le bassin et aussi des plans et des stratégies d'adaptation transfrontalière et puis donc penser à toutes les opportunités. Par exemple, dans le cas du Dniester dont je vais parler plus tard, donc il y a un plan d'adaptation qui a été développé qui a souligner les opportunités. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et aussi il y a un travail pour intégrer l'adaptation transfrontalière dans les plans de gestion des bassins et aussi la mise en œuvre des priorités d'adaptation, des mesures prioritaires d'adaptation qui sont au bénéfice de tous les pays. Et il y a certains exemples comme Achutalas, le Danube, le Dniester, le lac Victoria, le Sénégal, le Mekong, la Meuse. Il y a le Rhin, il y a beaucoup donc d'études qui ont été faites. Et maintenant, je vais vous donner 3 exemples rapide où une activité sur tout le pourtour du bassin a été menée. Par exemple, le bassin du Dniester entre l'Ukraine et la République de Moldavie. Et ici, donc en 2009, il y a eu un besoin identifié pour renforcer la coopération pour faire face aux inondations et aux sécheresses et entre les différentes activités, donc UNESC, le PNUD et le PNUE. Aussi, nous avons créé un plan, un cadre stratégique qui a été adopté en 2015, qui a été suivi par une mise en œuvre et un plan de mobilisation de ressources. Toutes ces activités, non seulement ont augmenté la capacité d'adaptation dans tout le pourtour du bassin, mais aussi ils ont facilité la coopération transfrontalière en offrant un soutien. La mise en œuvre du traitement du traité en 2017 et puis la création d'une commission de planification en 2018 et maintenant les activités continuent. Par exemple, il y a une étude de la mise en œuvre de mesures dans certaines occasions dans le bassin et puis à travers le développement de propositions de projets qui soient passibles de financement bancaire aussi. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, c'est le bassin du Chutalas en Asie centrale entre le Kazakhstan et le Kirghizistan et donc qui a reçu le soutien de l'UNESC et du PNUD. Et aussi, il y a eu une analyse des impacts du changement climatique qui ont été faits et puis des mesures de mise en œuvre ont adressé les priorités pour tout le bassin. Ensuite, il y a eu une évaluation sur la qualité de l'eau, le contrôle, l'éducation et toutes ces mesures ont été intégrées dans l'analyse et le diagnostic transfrontalier au sein du projet et dans la mise en œuvre du plan stratégique. Et aussi, il y a eu la commission de l'eau du Chutalas qui est conjointe et bilatérale et qui a joué un rôle très important pour faire face à l'impact du changement climatique. Vous avez un troisième exemple dans lequel l'UNESC ne participe pas directement, mais qui est une initiative parce que nous ne sommes pas très présents dans la zone asiatique, c'est le bassin du Mekong. Et
Donc, il y a eu un travail sur le plan d'action pour l'adaptation au changement climatique, pour aider les pays à évaluer les risques climatiques et l'impact du changement climatique, pour améliorer l'utilisation des ressources à travers l'action collaborative, l'échange de données, le développement aussi d'évaluation commune et aussi la Commission a renforcé la capacité des pays membres dans la mise en œuvre de leur propre stratégie nationale et aussi pour pouvoir accéder à des financements de différentes sources de financement possibles. Et maintenant, je voulais vous parler un peu des coûts et en fait, certains de ces bassins ont mené des études de coût, le coût de l'adaptation qui ont montré que le coût de l'adaptation est beaucoup plus bas comparé au coût de la non-adaptation pour ces bassins. Par exemple, dans les bassins que j'ai mentionnés, donc, il y a eu une évaluation de coûts qui a été menée en utilisant des experts, des méthodologies, des révisions de la bibliographie et ceci a montré que les coûts pour la mesure d'adaptation pour le bassin étaient autour de 200 millions d'euros. Donc, une partie peut être couverte par les projets nationaux et une autre partie devrait être couverte par d'autres sources comme le financement international. Et dans le bassin du Dniester, cette analyse a été menée plus en détail et ici, par exemple, approximativement 40% des coûts sont liés aux mesures de protection contre les inondations et aussi créer et 25% étaient liés au système de restauration des écosystèmes et de préservation de ces écosystèmes. Et maintenant, quelles sont les leçons qui ont été apprises de ce succès de l'adaptation transfrontalière? Pourquoi cette adaptation transfrontalière est tellement importante? Nous savons qu'elle est très compliquée, mais il faut qu'elle soit faite. Donc, il faut commencer avec une inquiétude commune et des sujets techniques communs. Donc, par exemple, pour faire face aux inondations, ça pourrait être un bon sujet. Et puis, il faut qu'il y ait un bon niveau de communication entre les différentes institutions dans les deux pays. C'est absolument crucial. Et aussi le processus de consultation où les scientifiques, les hommes et femmes politiques participent à niveau régional, à niveau du bassin, à niveau national aussi. La coopération intersectorale aussi est très importante. L'échange de données et un contrôle coordonné est très important aussi. Un soutien au renforcement des capacités est très important et aussi des mécanismes de financement parce que la plupart des bailleurs de fonds sont internationaux et ils n'acceptent pas les projets transfrontaliers. Il faut vraiment trouver ces mécanismes de financiation et aussi des organisations fortes de gestion du bassin et les partenariats sont vraiment très importants entre les organisations. Et il faut qu'il y ait un engagement actif de la part de la société civile et des acteurs du secteur privé. Ceci est vraiment recommandé. Une conclusion finale cette année, quand la plupart des pays on leur a demandé de développer, de présenter leur contribution nationale pour faire face au changement climatique. Il était clair que les sujets de l'eau et de la gestion transfrontalière des eaux étaient incluses dans ces contributions nationales. C'est pour cela qu'il faudrait parler avec vos collègues qui travaillent sur pour leur demander d'inclure les sujets relatifs à l'eau dans leur plan national. Avec ceci, je souhaiterais conclure et vous dire que les bénéfices de la coopération transfrontalière, la plupart du temps, sont très qualitatifs et quantitatifs, comme la contribution à la stabilité, à la paix, à la sécurité, et aussi nous devrions aussi garder ces bénéfices en tête quand nous parlons de l'importance de la coopération transfrontalière pour faire face au changement climatique et pour s'adapter à ce changement. Merci. Merci beaucoup. L'importance de la connaissance, la nécessité de réduire la part d'incertitude, mais je crois que vous avez aussi bien démontré l'opportunité que constitue le cadre juridique que propose la Convention internationale sur l'eau. Vous faites appel au partage d'expérience et aux coopérations internationales. Nous avons bien entendu vos messages forts sur les processus transfrontaliers de consultation, d'appropriation, d'évaluation des coûts,
financement et sur tous les bénéfices que l'on peut attendre et que l'on obtient grâce à ces coopérations transfrontalières. Donc merci à vous, je ne doute pas qu'il y aura des questions et j'en vois déjà dans le chat qui vous seront destinées. Et dans la suite logique en fait de votre intervention, même si on change de continent, notre quatrième grand témoin, Monsieur Lamine Ndiaye, qui est directeur de l'environnement et du développement durable de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, que beaucoup connaissent, l'OMVS. Lamine, je te passe la parole pour une dizaine de minutes. Merci Eric, merci Alain. Donc, je salue tous ceux qui sont présents pour participer à ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir d'engager entre 4 pays, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Et la carte que vous voyez donc dans la seconde diapo, c'est une carte qui montre un peu l'OMVS dans l'espace, mais aussi qui montre l'évolution spatiale de la pluviométrie dans le bassin. Donc, dans l'espace OMVS, nous avons une évolution, une décroissance des quantités d'eau reçues pendant une même année, donc depuis l'amont, la partie guinéenne jusqu'à l'aval, mais aussi c'est un bassin versant marqué par une forte variabilité, aussi bien spatiale, comme on l'a vu, mais aussi temporelle de la pluviométrie. Vous le voyez également sur la carte qui est à côté. C'est l'organisme de bassin qui a été créé dans un contexte de sécheresse. C'est la grande période de sécheresse des années 70 qui s'est prolongée dans les années 80. Donc, ce contexte a beaucoup marqué la présence d'éléments climatiques dans le programme de l'OMVS et dans toutes les activités qui sont menées au niveau de l'OMVS. Et pour bien gérer la question du changement climatique, l'OMVS a mené plusieurs études qui ont permis de voir un peu la fiabilité des différents modèles qu'on peut voir sur les diapos qui viennent après. Cette fiabilité montre que, donc on peut passer, montre que pour le bassin, on a déjà un problème qui est important, c'est le problème des modèles. Les modèles qui sont jusque-là trouvés dans le bassin sont des modèles entachés d'incertitudes liés parfois au caractère, donc au processus chaotique intrinsèque à l'atmosphère, mais surtout aussi à des... Alors, je crois que nous avons perdu Lamine. Perdre la connexion avec le Sénégal. Sur la diapo suivante, une conclusion, on peut avancer, voilà, une conclusion qui est à l'étape actuelle des connaissances. La seule certitude que nous avons au niveau du bassin du fleuve Sénégal, c'est une certitude qui montre que l'évolution du climat est incertaine, pour les raisons suivantes. Les conclusions des études font état de grandes incertitudes et des divergences importantes en ce qui concerne la plupart des caractéristiques du climat futur. En Afrique de l'Ouest d'abord, mais aussi au niveau du bassin du fleuve Sénégal en particulier. Bon, le seul domaine où on retrouve un peu quelques convergences des prédictions, ça concerne les tendances évolutives et surtout la température. Les différents modèles s'accordent sur le fait que la température sera de plus en plus élevée que la moyenne observée actuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les modèles que nous avons. Par contre, pour la pluviométrie, les prédictions divergent. Et pour les écoulements futurs également, donc par conséquent, quand on n'a pas un compromis sur l'évolution globale de la pluviométrie, nous avons, c'est sûr, des conséquences sur les écoulements et sur les phénomènes associés. Et pour mieux voir ces aspects, on a eu un certain nombre d'études importantes, dont une étude globale menée en 2016 pour évaluer la vulnérabilité du bassin aux effets du changement climatique. Cette étude a permis d'élaborer un plan d'adaptation adapté à l'échelle du bassin et qui s'appuie sur les plans d'adaptation nationaux. Il y a une deuxième étude qui a beaucoup utilisé les images et également le volet spatial pour voir un peu l'évolution de la vulnérabilité du bassin et la caractérisation du changement climatique dans les zones les plus touchées en général par les inondations, c'est-à-dire la moyenne vallée et le delta, qui sont également les zones les plus peuplées malheureusement. Et
nous avons une dernière étude qui a pris plusieurs modèles, qui a essayé de faire une synthèse et qui nous a également donné toujours des tendances similaires. Donc, pour la diapo suivante, nous voyons que les constats généraux pour les 5 à 10 décennies à venir montrent une augmentation significative de la température. Les conséquences, c'est qu'on aura une hausse de l'évaporation au niveau de l'ensemble du bassin. Et quand on fait aussi le croisement de beaucoup d'informations, nous avons une baisse moyenne de la pluviométrie, moins prononcée dans les sources du fleuve, donc qui se trouve en Guinée. La baisse des écoulements également, et quand la dernière monographie du fleuve Sénégal, qui a été actualisée par un institut de recherche français, l'IRD, arrive à la conclusion que les données sur l'évolution future du climat sont lacunaires, voire contradictoires, et la seule chose qui soit actée est le constat d'une diminution régulière de l'hydrodicité des rivières. Donc, cela aura des conséquences sur le niveau statique des aquifères, parce que c'est une zone également où les eaux souterraines sont beaucoup sollicitées, soit pour l'alimentation en eau des populations, et parfois dans des zones où l'eau de surface est proche, mais elle est utilisée pour l'alimentation et parfois pour l'irrigation. Il y a également une plus grande ampleur des phénomènes extrêmes. Les inondations sont un phénomène récurrent dans ce bassin, même si on est en milieu sahélien. Je rappelle qu'en 2003, une brèche a été creusée à Saint-Louis pour sauver la ville qui était complètement envahie par les eaux et avec des menaces graves sur la sécurité des populations. Ce qui fait que, donc, je pense que ces phénomènes extrêmes qui seront de plus en plus récurrents, de plus en plus importants, vont entraîner également des problèmes de développement parce que c'est un bassin versant avec une population qui est assez jeune, une population rurale, avec des revenus qui sont en général assez faibles. Quand on se retrouve donc avec cette situation, ça pose déjà des problèmes que nous verrons plus loin. Donc, pour la diapo suivante. Donc, pour gérer cette question d'adaptation, l'OMVS a appris, donc en tant que structure de bassin, s'est appuyé sur ce qui s'est fait dans les États et a d'abord fait un investissement sur la connaissance parce que l'adaptation, la gestion du changement climatique, c'est aussi la gestion de l'information. C'est ainsi que des études qui étaient faites avant, comme l'analyse diagnostique transfrontalière, l'étude sur la vulnérabilité du bassin, l'étude de caractérisation dont j'ai parlé, mais aussi la recherche de l'information hydrologique et climatique. On a beaucoup investi dans ces domaines pour avoir une information crédible à l'échelle du bassin et une information qui puisse aussi être parfois un complément de ce que nous recevons du côté des États. Et ces actions sont développées à partir de moyens propres de l'OMVS, mais aussi à partir parfois d'appui venant de projets que nous avons développés avec des partenaires au développement, dont la Banque mondiale, qui a été un partenaire régulier de l'OMVS dans ce cadre, mais aussi d'autres bilatéraux comme des partenaires comme l'AFD ou autres. Nous avons également, en plus de cet investissement sur la connaissance, développé des actions de terrain qui sont souvent des micro-projets dans ces zones pour amener les populations à utiliser des pratiques différentes, donc pour ne pas laisser la tendance se poursuivre. Si je prends l'exemple du haut-bassin guinéen, beaucoup de micro-projets ont porté sur des actions qui amenaient les populations à faire de moins en moins recours au déboisement dans les pratiques quotidiennes pour aller vers des actions qui protègent de plus l'environnement. Également, dans certaines zones, nous mettons en place des pratiques économiques alternatives à celles qui sont utilisées actuellement et qui visent à sauvegarder l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. Ainsi, les impacts que nous avons notés sur tous ces éléments aussi nous conduisent à prendre des décisions importantes. Parmi ces décisions, il y a, diapo suivante, des actions concrètes menées tant au niveau régional qu'au niveau des pays. Et parmi ces actions menées au niveau des 4 pays, au niveau régional, il y a d'abord les investissements dans les ouvrages. L'OMVS s'est rendu compte que
le potentiel hydroélectrique du bassin, le potentiel en eau, s'il est exploité à bon escient, permettra de changer les modes d'activité économique, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur grand consommateur d'eau. De plus en plus, l'agriculture irriguée qui est pratiquée dans le bassin et qui permet de régler le problème de la sécurité alimentaire qui est une réalité dans l'espace OMVS, cette forme d'agriculture utilise des techniques de plus en plus économes en eau pour que demain, quand on sera en phase de conflit d'usage entre les besoins d'eau pour la navigation, qui est une activité qui est en train de se développer, les besoins d'eau pour l'agriculture irriguée, les besoins d'eau pour l'eau potable qui ne consomme pas beaucoup, mais surtout pour les parcs et réserves qui sont dans la zone, et pour l'électricité qu'on ne soit pas dans certaines difficultés. Et ces actions menées au niveau régional sont en complément des mesures pratiques menées aussi bien au Mali, en Guinée, en Mauritanie et au Sénégal. Et c'est ce qui nous a conduit à développer de plus en plus des politiques d'ouvrage de régulation au niveau du haut-bassin, donc dans la partie guinéenne, en amont de nos ouvrages situés au Mali, qui est le barrage de Manantali, pour faire du bassin un hub où on va développer à la fois l'énergie en aménageant tous les sites, on va utiliser le maximum du potentiel de terres irrigables, mais également on va utiliser le fleuve comme un moyen de transport pour faciliter le transport des populations et des biens. Et en plus de ces décisions pratiques, nous avons également appuyer les États, chacun à son niveau, pour que les mesures prises dans les plans d'adaptation et qui sont des mesures qui concernent le bassin versant du fleuve Sénégal puissent être réalisées. Et là, l'OMVS utilise un peu son caractère sous-régional pour mobiliser des financements dans des guichets régionaux concernant les 4 États pour mettre en place des actions individuelles au niveau de chaque État. C'est le cas aujourd'hui de ce que nous faisons dans le cadre du PGIR, où nous avons mobilisé des financements au nom des 4 États et on aide chaque État à réaliser les actions d'adaptation le concernant dans la partie du bassin versant du fleuve Sénégal. Bon, donc ça, ce sont des actions qui sont de plus en plus développées et on s'est rendu compte que aussi, ce sont des actions qu'on ne peut pas du tout ne pas faire parce que nous ne pouvons pas être dans une situation pour observer ce phénomène tel qu'il se développe dans le bassin. Pour les conclusions, les remarques générales, c'est que nous avons un problème important actuellement au niveau de la gestion du bassin concernant la question du changement climatique, c'est la mise à disposition de modèles fiables. De modèles fiables qui permettent d'avoir un consensus sur l'évolution future du climat, surtout en ce qui concerne la pluviométrie. Pour la température, nous avons une certitude, nous allons vers des hausses, même si les chiffres que nous avons d'un modèle à l'autre peuvent différer, mais la certitude, c'est que la hausse des températures, c'est une réalité qui sera là dans le bassin du fleuve Sénégal. Les constats sur les risques d'inaction sont importants, parce que le bassin du fleuve Sénégal regroupe autour de 7 millions de personnes, 7 millions de personnes vivant dans des pays aux revenus faibles, 7 millions de personnes vivant d'activités centrées sur l'eau, 7 millions de personnes dont l'essentiel de l'activité économique repose sur le secteur primaire, autrement dit l'agriculture, l'élevage et un peu la pêche sur le cours d'eau. C'est dire donc que si nous ne préservons pas la ressource, nous allons vers des problèmes économiques liés à la question, à l'évolution du climat. Et ces difficultés économiques peuvent entraîner des problèmes sociaux parce que ce sont des pays aussi où on a une population 7 millions dominée en majorité par des jeunes. Et quand la population est très jeune, quand les problèmes économiques arrivent à un certain niveau, ça peut déclencher des problèmes sociaux. L'inaction, c'est aussi le risque pour l'environnement du bassin, où on a plusieurs parcs et réserves, plusieurs zones classées. Nous avons, par exemple, au niveau, j'en donne 2 exemples, 2 grands parcs d'oiseaux migrateurs situés au niveau du delta entre le Sénégal et la Mauritanie, qui sont des parcs importants d'importance internationale. Et si nous n'agissons pas, ces milieux qui sont partagés pas par les pays de l'Ouest, mais par le monde entier, parce que ces oiseaux quittent en été cette zone du bassin du fleuve Sénégal pour aller dans d'autres continents. Donc c'est un patrimoine mondial et là, nous devons agir pour préserver l'environnement du bassin. C'est pourquoi donc
les États de l'OMS ont fait le choix d'une action responsable, un volontarisme écologique qui se traduit au niveau national, mais également rassemblé au niveau régional pour que tous les problèmes que nous avons au niveau de sa bassin puissent être gérés. Et le plan d'adaptation, qui est notre support, s'appuie sur 5 axes qui sont le renforcement des connaissances, le développement durable des communautés locales, ce que nous donc pour que le développement par la base, le soutien par une politique de grands ouvrages hydrauliques, la prévention des risques, ce qui nous a amené à élaborer un nouveau plan d'alerte et le renforcement du cadre réglementaire institutionnel. Et il a un coût qui varie en fonction des périodes. À court terme, le plan d'action, il coûte globalement 7 milliards 650 000 euros. À moyen terme, 1 milliard. À long terme plutôt, jusqu'en 2050, on est à 26 millions d'euros. On n'est pas en milliards d'euros. Donc, 7 millions d'euros à court terme, 26 millions d'euros jusqu'en 2050. C'est un montant peut-être important pour cet espace, mais assez faible au regard des effets de ces mesures par rapport à l'environnement et aux populations qui vivent dans le bassin. Voilà donc en gros les grandes questions que nous avons au niveau de l'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal. Je reste à disposition pour répondre. Je vous remercie. Marquante, la seule certitude est que l'évolution du climat dans le bassin est incertaine, qui résume bien la situation. Alors c'est vrai qu'on sait quand même que la température sera plus élevée, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la pluviométrie et sur les écoulements, mais qu'il y a quand même une tendance globalement baissière, et surtout que les événements extrêmes, là aussi, vont être plus fréquents et plus intenses. Et donc, voilà, il est nécessaire aussi de s'appuyer sur une consolidation des approches à la fois nationales et régionales. J'en profite pour répondre à une question, une interpellation dans le chat sur le fait que oui, l'OMVS s'appuie de plus en plus sur des outils satellitaires, sur des produits satellitaires, et que c'est sûrement un développement promis un bel avenir qui peut aider en bien des circonstances à favoriser l'adaptation. Avant de passer aux questions-réponses, on a eu, Edouard, les résultats du sondage. Donc, je ne sais pas si tu peux nous les projeter, mais sur la première question, disposez-vous d'un plan d'adaptation? En fait, bon, il y a des intervenants, des participants qui ne sont pas directement concernés. Donc, si on regarde ceux qui sont directement concernés, en fait, ce sont pratiquement plus de 60% des répondants qui ont déjà un plan d'adaptation. Et j'imagine assez facilement que beaucoup d'entre eux ont été élaborés au cours des dernières années, sans doute des 5 dernières années, mais qu'encore pratiquement 40% de ceux qui ont répondu n'en disposent pas. Donc il reste une marge de manœuvre importante et de nombreux plans d'adaptation à élaborer. Et ensuite, il faut aussi considérer évidemment la mise en œuvre de ces plans, parce qu'on sait très bien qu'entre le fait de disposer d'un plan et le fait de réussir à le mettre en œuvre de façon opérationnelle, il y a encore un gap à franchir. Deuxième question, dont les résultats sont assez éclairants également, quels sont les principaux freins à la mise en œuvre de l'adaptation dans vos bassins respectifs? Et on voit la prépondérance du facteur politique, puisque 50% pratiquement d'entre vous ont répondu que voilà, les freins reposaient sur le niveau politique et 40% sur le niveau économique. Donc voilà, on voit que 90% finalement des bassins ont des difficultés, on va dire, politico-économiques pour arriver à mettre en œuvre une adaptation au niveau requis. Et finalement, très peu de raisons techniques, parfois des raisons culturelles et encore de climato-scepticisme, comme hélas on en voit encore, mais un frein quand même essentiellement politico-économique. Merci pour ces éléments et vos réponses. J'ai 2-3 questions là, sans doute avant d'arriver à la conclusion de notre séminaire. Une question pour Sonia Koppel, qui nous vient du Pakistan. La situation géopolitique entre le Pakistan et l'Inde est compliquée pour le moins et a sans doute porté préjudice à la coopération sur ces thématiques d'adaptation au changement climatique, alors que ces deux pays sont justement durement impactés par le changement climatique. Dans quelle mesure les Nations Unies peuvent jouer un rôle pour retisser du lien entre ces pays et qu'ils arrivent à rechercher une meilleure coopération sur cette thématique? C'est une question de notre collègue Islamoul Haque du Pakistan.
Sonia? Yes, thank you very much for the question. And certainly, oui, merci beaucoup pour la question. Et bien sûr, les régions difficiles au niveau politique, comme celle que vous venez de mentionner, font en sorte que la gestion de l'eau est plus difficile. Pour vous donner un exemple d'un bassin, donc vraiment dans une région très difficile, il y avait une région où il n'y avait pas de coopération entre les deux pays. Donc un des deux pays nous a demandé aux Nations Unies vraiment de nous engager. Nous avons organisé une première réunion au niveau des experts et puis ensuite nous avons commencé à promouvoir la coopération entre les deux pays à tous les niveaux, au niveau scientifique, en développement et en comparant les modèles qui existaient dans les deux pays du point de vue scientifique. Et puis ensuite, nous avons développé, nous avons essayé de trouver les points communs qu'il y avait entre les deux plans. Et puis ensuite, nous avons commencé à mettre en œuvre des mesures transfrontalières, comme par exemple, essayer de travailler des deux côtés du fleuve pour avoir des réunions, faire en sorte que les autorités participent. Et puis après plusieurs années de coopération, donc ceci nous a mené à avoir une stratégie transfrontalière. C'était simplement pour vous dire qu'il est toujours possible d'avoir une coopération. Elle a commencé à un niveau technique entre les experts et puis essayer de trouver des sujets d'intérêt commun qui sont des priorités pour les deux pays et d'autres sujets en dehors du secteur de l'eau comme la biodiversité ou d'autres sujets. Il n'y a pas une recette pour tout, bien sûr. Et puis finalement, comme vous le savez, donc un point d'entrée pour la coopération dans des cas difficiles, ce serait les ODD, les objectifs de développement durable, par exemple l'ODD 5 qui demande à tous les pays de mettre en œuvre donc la gestion de l'eau à tous les niveaux en incluant la coopération transfrontalière. Il y a même un indicateur qui est spécifiquement dédié à la mesure des progrès qui ont été faits à ce sujet-là. Ça pourrait être une porte d'entrée, si vous voulez, donc à niveau global, donc pour atteindre l'ODD 5 des Nations Unies, ceci serait une porte d'entrée pour que les pays offrent des données, même dans les circonstances difficiles et dans les zones de conflit. Mais je serais heureuse de vous donner encore plus de messages si vous voulez vraiment avoir plus d'informations détaillées là-dessus. Merci beaucoup, Sonia. Peut-être une intervenante de l'Institut Adour, là, qui a pu, comme l'a mentionné Madame Caroline Joignot, qui a pu participer à l'étude Adour 2050. Est-ce que vous pouvez prendre le micro 2 minutes pour nous donner des éléments plus précis, notamment du coût de la non-adaptation et de vos scénarios? Madame Chose-Courte, si vous êtes par là. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend bien. Ok. Alors, j'ai pas de coût précis à vous communiquer. C'est vrai que tout ce qu'on a pu relater en termes de coûts, c'est ce qui, ce n'est pas ce qu'on a pu nous développer. Ce qu'on a essayé de développer au sein de l'institution Adour sur l'évolution du contexte socio-économique, c'est d'essayer de comparer de manière plutôt, comment dire, l'objectif pour nous était plutôt de comparer les indicateurs plutôt que de donner des données chiffrées qui pourraient être biaisées du fait de notre échelle, des très nombreuses activités qu'on tentait de prendre en compte et de toutes les diverses possibilités qu'on avançait et forcément du budget aussi d'études qui nous était alloué. Donc pour nous, l'intérêt, ça a été de sélectionner les indicateurs qui parlaient le plus au niveau du bassin concernant l'évolution socio-économique en parallèle des évolutions d'impact sur la ressource en eau. Et donc, par exemple, on a essayé de prédire, en fonction de différents scénarios qu'on a proposés,
qui ont été développés avec les acteurs du territoire, de prédire par exemple l'évolution du dynamisme économique du territoire, l'évolution de l'emploi, l'impact sur la santé, les coûts à la charge des collectivités ou les coûts à la charge des ménages, et donc de pouvoir se dire, en fonction des actions qui sont proposées, qu'est-ce qui se passerait. Et ça a été intéressant de voir que sur un scénario qui a été construit par les acteurs, par exemple, où on se disait on place l'économie et le développement économique du territoire avant toute chose, c'est-à-dire que la ressource en eau est vue comme une matière première plutôt que comme une ressource à préserver. Dans ce scénario-là, on a un contexte socio-économique qui ne suit pas, donc qui se dégrade, avec des coûts qui sont engendrés, qui sont importants. Tandis que sur un scénario qui va être plutôt ambitieux, avec de nombreuses ruptures au niveau des activités et on ne parle pas vraiment de préserver cette ressource, on a au final des retombées économiques et un développement socio-économique du territoire qui est positif. Donc pour nous, c'était pas vraiment un chiffrage, mais une comparaison qui montre que, au final, de prendre le pas d'agir et d'investir au niveau des choix et au niveau des actions en faveur de la préservation de la ressource en eau et de l'adaptation au changement climatique, ça a un effet positif sur le coût, sur le dynamisme économique du territoire, tandis que en omettant complètement cette partie-là et en considérant la ressource en eau comme une matière première, on est vraiment sur un état catastrophique et au final ça engendre d'autant plus de coûts. Merci beaucoup à vous pour ces confirmations, on va dire, et encore une fois, Madame Joanniot avait indiqué un lien vers vos études dans son PowerPoint, et je pense que ça peut être très intéressant de s'y plonger. Merci à vous. Je vais accorder une dernière question à Lamine Diaye. Dans le chat, on nous demande si la situation géopolitique du Mali affecte finalement la gestion de l'eau et le travail de l'OMVS. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, c'est une situation qui est difficile pour l'OMVS parce que nous fonctionnons avec des organes dirigés au plus haut niveau par le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État. Donc, quand au niveau d'un État, il y a des difficultés à ce niveau, nous pouvons travailler au niveau de l'exécutif, au niveau du Haut Commissariat, au niveau des sociétés, mais quand on doit prendre de grandes décisions, les autorités qui doivent le prendre, par exemple la dernière période où on est resté presque 2 mois, 3 mois sans ministre de l'Intérieur au Mali, c'est difficile de prendre des décisions. On ne peut pas réunir une session du Conseil des ministres sans un pays. Donc ça, c'est déjà un obstacle. L'autre problème, le Mali est un pays important aussi pour l'OMVS parce que c'est vraiment là où se concentrent tous nos ouvrages qui fournissent de l'énergie. C'est là-bas qu'il y a le barrage de Manantali, le barrage de Gouina, qui est en construction, le barrage de Felou. Donc le potentiel hydroélectrique de l'OMVS est concentré pour l'instant à 100% à territoire malien. Et c'est à partir du Mali que les autres capitales, Dakar, Nouakchott, sont fournies, donc ravitaillées en électricité. Cette situation, elle est un peu handicapante. Bon, mais comme nous avons maintenant un nouveau président, un nouveau ministre de tutelle, on pense que ça nous permettra de mieux fonctionner parce que l'OMVS fonctionne sur la base du consensus. Donc, si un État manque, on ne peut pas avancer. Et par contre, pour les petites activités techniques, on arrivait à fonctionner avec la cellule OMVS qui nous apportait un appui formidable. Bien, merci beaucoup Lamine pour ces éclairages. Je vais redonner la parole à Éric Tardieu pour une conclusion de notre webinaire. Merci à tous. Merci Alain. On est désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les questions, mais on est déjà en retard et on a privilégié les questions qui passent par le chat. N'hésitez pas à les poser sur le chat ou à nous envoyer un email. On s'efforcera d'y répondre, mais nous avons déjà perdu 30 personnes et il faut aller vers la conclusion. Le business case, le modèle économique de l'impact du changement climatique et des coûts de l'adaptation ne sont pas évidents à décrire, comme on l'avait vu, pas aisés à décrire, pas aisés à chiffrer. Il y a de nombreuses incertitudes sur les scénarios d'évolution climatique au plan local,
sur les impacts sur la ressource en eau, sur sa disponibilité, sa répartition, sa qualité aussi. On en a peu parlé, mais il y a des interactions importantes entre quantité et qualité. Et puis, les connaissances sont encore à parfaire sur la ressource, sur les usages, sur leurs évolutions, sur les relations entre la science, les modèles climatiques locaux et les décideurs publics ou les secteurs économiques impactés. Mais l'incertitude n'est pas une excuse. Je pense que c'est un point important à retenir. L'incertitude n'est pas une excuse et il faut construire un chemin d'adaptation dans les bassins, et le sondage a montré qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau des bassins en matière d'adaptation au changement climatique. Comment documenter les scénarios d'évolution climatique et d'impact sur les ressources en eau, en incluant d'ailleurs les ressources de surface et les ressources souterraines. Comment accroître les connaissances donc, comment associer les utilisateurs, les usagers de l'eau. C'est un point important qui a été souligné par plusieurs des intervenants. Comment imaginer des solutions sans regret à mettre en œuvre en priorité? Comment éviter donc la maladaptation, pour reprendre ce vocabulaire, notamment en utilisant des solutions fondées sur la nature, dans la mesure où les infrastructures grises ont montré leurs limites. Il s'agit aussi donc de convaincre de la nécessité d'agir. L'adaptation reste un parent pauvre des négociations internationales dans le domaine de l'eau. Les COP climat, par exemple, mettent toujours principalement l'accent sur l'atténuation. Et il y a évidemment des raisons fortes, majeures, tout à fait valables pour cela, mais nous devons continuer en parallèle à promouvoir les priorités de l'adaptation. Et d'ailleurs, le frein politico-économique qui a été relayé dans le sondage montre bien le travail qui reste à faire sur ces enjeux. Les initiatives doivent donc être renforcées, mutualisées, et je voudrais, en guise de conclusion, justement partager ce que le Rio 21 en 2015 à Paris. Nous avons publié un manuel sur l'adaptation au changement climatique. Nous avons publié en 2019 également un nouveau manuel sur le financement des projets d'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers avec nos partenaires de l'UNECE et de la Banque mondiale notamment. Nous avons également lancé alors j'ai un problème pour défiler mes diapos, ouvert pour des appels à contribution, et l'action de plaidoyer des alliances mondiales eau et climat qui regroupe l'Alliance des bassins, constituée entre le RIOB et la CE-ONU, l'Alliance des mégacités, l'Alliance des entreprises et l'Alliance pour le dessalement propre. Également une mention pour le projet Afri-Alliance qui, à travers différents groupes d'action, s'intéresse à ce sujet, et vous avez ici mention du prochain événement sur ces aspects d'innovation, de besoin d'innovation, notamment pour l'adaptation au changement climatique dans le contexte africain, donc 29 octobre prochain. Je mentionne également, pour conclure, les prochains webinaires que nous organisons. Alors, dans le cadre particulier de la 18e conférence de l'Euro-RIOB, donc en 2020, dans un mois, qui sera totalement en ligne. Et vous avez à l'écran, mais également sur notre site internet, les différentes sessions qui sont en préparation. Au mois de décembre, nous aurons un nouveau webinaire. Il portera sur la participation des acteurs, sur la participation de la société civile et notamment des jeunes dans les organismes de bassin en collaboration avec le Secrétariat international de l'eau. Voilà. Et en 2021, nous ambitionnons d'organiser un webinaire chaque mois. Nous avons plein d'idées, mais si vous avez des suggestions à nous faire, surtout, n'hésitez pas à répondre. Vous avez une adresse ici à l'écran. On ne voit plus de partage d'écran. Ah, d'accord. Bon, eh bien, désolé, vous aurez la présentation et tout est sur le site
du RIOB. Alors, nous n'allons pas nous quitter tout de suite. C'est le moment où vous pouvez tous activer votre vidéo. Nous allons faire une photo de famille en espérant que l'infrastructure tienne. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent. Il y a peut-être quelques timides dans l'assemblée, mais nous essayons d'avoir le maximum de vidéos enclenchées. Merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui l'activent de façon à ce que nous puissions faire donc des copies de cet écran avec toutes les vidéos qui s'affichent, et ce sera important pour la communication. Donc faites votre plus beau sourire. Il faut que j'arrête de parler pendant quelques secondes pour être sur la photo. Est-ce qu'Edouard, on peut s'arrêter? C'est bon. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons cheminer vers la fin. Merci vraiment à nos intervenants qui ont pu illustrer de manière très, très concrète tout ce que nous savons, tout ce que nous ne savons pas encore sur l'adaptation au changement climatique et son coût, notamment dans les bassins. Merci beaucoup à Alain pour la modération du panel. Merci à nos interprètes. Merci à Edouard pour la régie technique et à tous les collègues du secrétariat technique qui sont derrière leurs écrans. Vous n'imaginez pas toute l'infrastructure qu'il faut pour qu'un webinaire comme le nôtre se déroule. Nous étions quasiment 150 là au moment, en plein milieu de ce webinaire, avec 3 langues qui vous ont permis de suivre nos échanges sur une très large géographie. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt.